Juste vous expliquer très rapidement le pôle de gériatrie du CHU de Bordeaux, les rôles de l'équipe mobile, un petit peu les orientations des patients en fonction de leur état, un petit topo sur les chutes, la confusion, la douleur et les soins palliatifs. Tout ça en très peu de temps. Désolée. Alors. Voilà, donc le pôle de Géronto sur le. Ah putain. Ça peut aider. Ah, ça met du temps, ok. Donc vous avez la gériatrie sur tous les sites en fait du CHU. Ici, on a une unité de post-urgence gériatrique qui accueille des patients, donc gériatrie classique. Il y a également 4 lits d'orthogériatrie, donc des patients qui ont des fractures du col du fémur avec indication opératoire peuvent être hospitalisés directement dans le service de gériatrie. Et il y a l'équipe mobile, j'y reviendrai. Sur l'unité de Saint-André, donc il y a pareil, une unité de post-urgence gériatrique où il y a 16 lits, donc là, ils travaillent plutôt avec les urgences de Saint-André. Sur Xavier Arnozan, donc c'est à côté de Haut-l'Évêque, à Pessac. Donc là, c'est un peu le centre de la gériatrie du CHU de Bordeaux, où il y a les 2 unités de médecine gériatrique avec un peu leur spécificité. D'un côté, il y a une unité fermée qui peut accueillir des patients qui ont des troubles cognitifs avec des troubles du comportement, notamment qui déambulent pour éviter les fugues. Et de l'autre côté, ils ont plus une balance soins palliatifs, des lits identifiés de soins palliatifs. Ils ont des lits de SSR, de rééducation, du SLD, les unités de soins de longue durée, c'est des unités d'hébergement, donc c'est des domiciles, pour des patients qui sont trop lourds ou qui ont des soins trop complexes pour des EHPAD classiques, type les gastrostomies, les insuffisants respiratoires qui les compensent, les patients qui ont des cancers qui saignent tous les 4 matins, qui ont besoin d'une intervention médicale hebdomadaire ou quotidienne. Après, il y a un EHPAD qui a la particularité d'être une unité fermée géante, donc uniquement pour des patients déambulants. Et ensuite, on a un autre EHPAD sur Lormont, qui est un EHPAD tout à fait classique. Ensuite, donc les équipes mobiles, on a 4 équipes mobiles sur le CHU, donc aux urgences de Pellegrin, aux urgences de Saint-André, dans les étages, en dehors des services de gériatrie. Donc si vous faites hospitaliser des malades dans d'autres services, il y a une équipe qui peut venir les voir, aider à la prise en charge. Et une équipe mobile de ville, ça peut être utile aussi pour les patients qu'on fait rentrer à domicile des urgences. Nos collègues peuvent aller les voir dans un second temps, faire les l'éval à la maison. On a la chance de bosser à chaque fois en trinôme, donc un médecin, un ou une infirmière, un ou une AS, assistante sociale, ce qui permet d'avoir des évals très complètes. Pour le fonctionnement, alors ça marche pour l'unité, pour je vais y arriver, l'équipe mobile de Pellegrin. On est là tous les jours, sauf le mercredi et le week-end. En général, on commence par l'UHCD parce qu'en fait, on priorise les patients qui rentrent à domicile. En général, qui sont là depuis plus longtemps. En général, ils sont souvent à l'UH, ceux qui sont là depuis 2-3 jours. Donc, en général, vous pouvez nous trouver là-bas ou nous appeler. Et en deux, je vois les patients hospitalisés, donc soit pour aider à l'orientation, pour aider sur les démarches éthiques, sur la prise en charge médicale. Enfin, n'hésitez pas à me solliciter. C'est vrai que normalement, notre mission est quand même plutôt d'évaluer les patients qui rentrent à domicile et de là de faire une éval très complète. Et donc, en général, on vous fait après une observation. Soit je vous mets un mot directement dans votre dossier, soit on fait une observation à part où vous trouvez toutes nos propositions. Et après cette observation, on fait un courrier pour le médecin traitant qui vient en complément de votre courrier à vous. Alors, donc ça, c'est plus pour les patients aux urgences. Donc, vous le savez, la population vieillit et donc le nombre de la proportion de patients de plus de 75 ans qui passent aux urgences augmente. Ça, c'est logique. Ce qui est important, c'est que le motif exclusivement social représente moins de 5% des passages. D'accord? Parce que des fois, vous voyez les patients arriver, maintien à domicile difficile. Surtout qu'un maintien à domicile difficile, quand on a la hanche cassée, c'est normal. C'est pas ça le motif, d'accord, d'adressage ou qu'on a une infection ou qu'on a autre chose. Donc le motif vraiment, le patient qui peut pas rester chez lui mais qui a pas de problématique médicale, en fait, c'est très rare. D'accord? Donc cherchez. Donc, quand le patient arrive aux urgences, le but, c'est d'assez rapidement repérer celui qui est fragile et c'est lui qu'il va falloir qu'on voit nous. Vous allez voir comment. Donc, c'est vrai qu'on a, vous savez que la population âgée est assez hétérogène. La majeure partie des patients sont robustes. Donc, 70% des patients âgés vivent chez eux. On ne les voit pas à l'hôpital, ceux-là. Nous, on voit plutôt les fragiles, les dépendants. Et donc, en fait, on va adapter notre prise en charge. On ne va pas prendre en charge pareil ces patients-là. Donc, nous, ce qu'on fait quand le patient arrive, qu'on l'identifie comme fragile,
On va faire une évaluation gériatrique standardisée, donc c'est-à-dire qu'on va regarder tous les critères de fragilité. On va appeler l'entourage pour faire un petit peu un point sur comment ça se passe à la maison d'habitude, faire un point sur l'autonomie du patient, et ensuite, voilà, l'état locomoteur, nutritionnel, cognitif, ça c'est nos grands items pour voir un petit peu les critères de fragilité s'ils sont présents, et si oui, comment on peut les améliorer. Donc, un patient âgé, monopathologique, qui n'a pas de critères de fragilité, il peut être pris en charge comme un adulte plus jeune et être hospitalisé dans un service de médecine. Il n'a pas forcément le bénéfice d'avoir un gériatre dans le service où il va être hospitalisé. Un patient, par contre, qui est âgé avec des critères de fragilité, là, c'est mieux quand on peut qu'il soit hospitalisé en gériatrie, parce que pour le coup, la prise en charge va être plus complexe, et il va y avoir besoin de plus de pluridisciplinarité. Alors, ça paraît logique comme ça, mais quand un patient n'est pas hospitalisé et rentre chez lui, il faut qu'il soit dans un état clinique stable. Paraît évident, mais en pratique, vous allez voir sur le semestre, ça peut être un peu plus compliqué que ça. Donc, essayez de vraiment respecter ça. Quand le patient âgé fragile, donc gériatrique, n'est pas hospitalisé, nous, on est là pour mettre en place des aides, le faire rentrer dans la filière gériatrique, donc soit organiser une consulte, un HDJ, des hébergements temporaires, bon ça c'est autre chose, mais plutôt voilà, l'entrée dans la filière gériatrique pour la suite, pour éviter les nouveaux passages aux urgences, etc. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà. Les trois motifs d'accueil des patients âgés les plus fréquents aux urgences, c'est les chutes, l'altération de l'état général, globalement. Donc, pour commencer avec les chutes, c'est 20 à 30% des motifs des patients âgés de plus de 70 ans. Donc, pourquoi c'est grave la chute? C'est qu'il ne faut pas la banaliser, c'est que c'est risqué. Donc, les patients risquent 4 fois plus de décéder dans l'année, quand même beaucoup, et risque de rechuter, le risque de rechute est de x20. Grand risque aussi de perte d'indépendance, puisque 40% des patients qui chutent risquent d'entrer en EHPAD ensuite, si on ne le prend pas en charge, hein, bien sûr. Et les patients qui restent plus d'une heure au sol, donc vous en verrez souvent ici, il y en a 1 sur 2 qui décèdent dans les 6 mois. D'accord? Tous ces chiffres pour dire qu'il ne faut pas banaliser la chute, c'est grave. Ça, c'est juste un petit mot pour faire la différence entre chute ou malaise, parce que en fait, on a toujours un peu du mal à faire la différence entre les deux. Si le patient n'a pas de trouble cognitif, il faut vraiment lui demander s'il se souvient de ce qui s'est passé. Si le patient vous dit oui, oui, je sais, je m'en souviens très bien, et vous dites oui, bah allez-y, racontez-moi. Ah ouais, en fait, j'étais là, et puis c'est vrai que bon, finalement, c'est pas si clair. Il peut y avoir un malaise. C'est pas le même bilan. Le bilan de chute, le bilan de malaise sont deux bilans différents. On ne fait pas les mêmes examens, c'est pas les mêmes causes. Par exemple, dans un bilan de chute, on ne fait pas forcément de bilan cardio. Dans un bilan de malaise, il faut voir un cardiologue. Donc l'impact n'est pas le même. Quand le patient a des troubles cognitifs, c'est toujours un peu plus flou. On essaie de rechercher un témoin, quelqu'un qui était là pendant la chute, pour voir si le patient a perdu connaissance. Donc, on recherche les facteurs de gravité de la chute. Bon, ça, c'est les trucs que vous avez appris à l'école. Donc, je vais passer assez vite, mais c'est important de les rechercher. Plus la chute est grave, plus elle a risque de complications, les facteurs prédisposants. Et les facteurs précipitants, en fait, c'est toute pathologie aiguë. C'est pour ça qu'il faut être très exhaustif. Les médicaments, toujours en gériatrie, récupérer l'ordonnance. Normalement, on a la chance d'avoir une interne de pharmacie sur les urgences de Pèlerin. Pas hésiter à l'appeler quand vous avez des questions sur les médicaments, elle est là pour ça. Donc il faut vraiment s'en servir. Et l'environnement, donc tout ce qui est le chaussage, les tapis, la lumière, etc., etc. Voilà, par exemple, et donc l'environnement, c'est 30 à 50% des chutes. Donc, et donc ça, nous aussi, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a une ergo dans notre équipe qui peut passer à domicile après le passage aux urgences quand le patient rentre, pour justement améliorer tout ça et essayer de diminuer le facteur de risque précipitant environnemental. Donc, en général, les chutes sont souvent mixtes, donc il faut rechercher voilà, tous les facteurs qui sont listés juste avant. Les conséquences, bon, immédiates, c'est assez simple, enfin simple. C'est ce qu'on va rechercher tout de suite, les fractures, un trouble neurologique, le bilan bio pour voir les conséquences métaboliques. Arrêt, sevrage brutal des traitements, c'est un patient qui est resté 24 heures par terre, n'a pas pris ses médicaments, ses anticoagulants, etc. Donc les psychotropes avec un risque de sevrage brutal et troubles du comportement. Donc c'est important. À moyen terme, la conséquence, c'est le syndrome post-chute. Donc c'est vraiment une désadaptation psychomotrice qui peut survenir très vite. Après une seule chute où le patient est resté par terre plusieurs heures, il peut présenter un syndrome post-chute. Et ça, comment on le voit?
Ouais, il rétropulse. Hein. Alors, il veut pas se lever. Déjà, effectivement, il y a une anxiété parce que c'est moteur. Donc, effectivement, psychologiquement, il y a une grande anxiété à la verticalisation. Et également, effectivement, la rétropulsion, c'est-à-dire les patients, si on les met debout et qu'on les lâche, ils retournent immédiatement en arrière. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de mettre debout les patients qui viennent pour chute aux urgences. Quand vous les voyez dans leur lit, ils ont pas mal, le bilan, il est bien, le scanner, il est bien, on se dit c'est parfait, il rentre. Non, on le met debout et on voit s'il tient debout et s'il peut marcher. Parce que ça, c'est vraiment, si on fait rien, c'est irréversible et le patient devient complètement dépendant, ne récupère jamais, donc il devient grabataire. C'est un peu dommage. Et ça se traite avec de la kiné. C'est assez simple. Les conséquences. Bon, je passe vite. Donc, en pratique, une anamnèse complète avec éventuellement l'entourage si jamais le patient ne peut pas répondre, un examen clinique exhaustif, une prise des paramètres dans leur entièreté comme on fait aux urgences. On met le patient debout systématiquement et si on peut, on fait un test d'hypotension orthostatique. Dans les examens complémentaires, tout patient qui tombe, tout patient âgé qui chute aux urgences doit avoir un bilan bio et un ECG. D'accord? C'est impératif. Et ensuite, en fonction de si le patient est resté longtemps par terre, on fait des CPK. S'il a de la fièvre, on fait le bilan infectieux. S'il a des signes neuro, on fait une imagerie cérébrale, etc. Les radios s'ils ont mal. Sur les douleurs du bassin, quand vous avez des radios normales et que le patient est très douloureux, n'hésitez pas à faire des scanners du bassin. Souvent, il y a des fractures de branches ischio-élopubiennes qu'on ne voit pas sur les radios. Et donc, c'est très douloureux. Ça empêche le patient de se mobiliser. Donc on peut avancer le bilan dans ce cas-là et on en trouve souvent, franchement. Donc voilà, donc la prise en charge, on cherche donc pourquoi le patient est tombé, si c'est une infection, on traite la cause. Nous, on fait des revues des ordonnances voilà, avec l'interne de pharmacie si c'est possible. On fait faire de la kiné, on lève le patient. Et éventuellement, on fait passer l'ergo à domicile. Est-ce que vous avez des questions sur les chutes? Désolé, je vais vite, mais c'est vrai que le temps est... Pour nettoyer l'ordonnance, Alors, on n'est pas vraiment des comptes d'urgence. Alors, en fait, pour les chutes, typiquement, si le patient a une HTO positive, qu'il a une trithérapie antihypertensive, vous pouvez arrêter un des antihypertenseurs sans trop prendre de risques. On arrête en priorité les diurétiques, acidiques, ou s'il y a encore certains patients qui ont des diurétiques de lance en antihypertenseur, ce qui n'est pas du tout l'indication. Donc, on arrête ceux-là en priorité. Et en fait, progressivement, on arrête les autres si besoin. Le médecin traitant peut prendre le relais à domicile. Et après, on va parler des psychotropes plutôt que sur la confusion. On peut diminuer progressivement pour arrêter les psychotropes, jamais d'arrêt brutal. Donc un psychotrope, sauf si urgence. Mais sinon, on vous martèle que il ne faut pas de psychotropes chez les patients âgés, mais ne les arrêtez jamais brutalement. Vraiment un risque de confusion sur un sevrage. Mais bon, ça, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions sur les psychotropes ou l'interne de pharma ou nous, on vous aidera. Pour la confusion, donc, bon, ça c'est le DSM-5, je passe vite. Nous on utilise la CAM, qui est un outil qui va quand même plus vite que le DSM. Donc en gros, la confusion, ça a un début brutal. Le propre de la confusion, c'est que ça fluctue. Donc le patient va être bien, puis une heure après va hurler, puis il va re-être bien, etc. Donc ça c'est normal dans la confusion. Il y a un trouble de l'attention, c'est-à-dire que vous parlez au patient, il ne peut pas maintenir votre attention sur ce que vous lui dites. Donc ça ne sert à rien d'insister, l'interrogatoire n'est malheureusement pas possible. Et on peut avoir en plus donc, des organisations du cours de la pensée du langage, un peu voilà, le coq à l'âne, on peut voir l'épisode maniaque, et atteinte de la vigilance. Les patients peuvent être hypovigilants, c'est des confusions hypoactives qui sont graves. Donc ça, c'est un outil qui est utilisable par tous les soignants pour dépister la confusion, qui est reproductible. Donc, voilà, donc ça, c'est les autres symptômes de la descente, les hallucinations, l'aversion du rythme nictéméral, anxiété, agitation. Bon, vous en verrez quelques-uns. Et des patients qui peuvent être aussi délirants, délire, hallucination. Donc, ce qui est compliqué chez nos patients, c'est de faire la différence entre la confusion et le trouble cognitif. Donc, c'est pour ça, bon, chez le patient confus aux urgences, vous n'aurez jamais aucune information fiable, il faut appeler un proche. Pour savoir comment est le patient d'habitude, en sachant que le trouble cognitif est un facteur de risque de confusion parce que le cerveau est malade et donc plus fragile, qu'un quart des patients qui sont identifiés confus en arrivant sont en fait dans leur état cognitif de base, mais que 40% des patients déments arrivent confus à l'hôpital. Ce qu'il faut rechercher, c'est vraiment la rupture avec l'état antérieur. Un patient qui a des troubles cognitifs, qui oublie à mesure, qui est un peu désorienté dans la vie de tous les jours, peut quand même avoir une vraie confusion où il va être délirant, halluciné, agité.
Donc ça, c'est vraiment l'entourage qui va pouvoir vous dire, et la question à poser aux gens, c'est est-ce qu'il est comme avant? Parce que hier, il était comme ça. Ça, c'est la différence avec les troubles cognitifs, je passe. Les facteurs prédisposants, bon, les troubles cognitifs surtout, les patients dépendants, dans les troubles sensoriels qui sont dénutris. Bon, tous nos patients gériatriques sont en risque de confusion. Donc pareil, comme la chute, c'est souvent multifactoriel. Toute pathologie aiguë peut donner un syndrome confusionnel chez les patients âgés. Les traitements également, donc comme on a dit, l'introduction ou le sevrage. Donc ça, récupérer les ordonnances des patients, c'est hyper important. Les actes invasifs, c'est-à-dire que le patient qui a une voie veineuse périphérique ou une sonde vésicale dont il n'a pas besoin, ça majore la confusion. Donc si le patient a un état d'hydratation normal qu'il peut boire, on ne lui met pas de perfusion. Le patient qui a attendu 5 heures sur un brancard avant d'être installé en box, qui a 450 au bladder, on ne lui met pas une sonde vésicale. On le lève pour qu'il aille aux toilettes. Il n'est pas en globe, d'accord? C'est normal, vous aussi, à la fin de votre journée, quand vous n'avez pas eu le temps d'aller aux toilettes, votre journée aux urgences, vous avez un bladder élevé, vous n'êtes pas en globe. Vous arrivez à uriner spontanément. Voilà, donc en pratique, pareil, examen clinique complet, tous les paramètres vitaux, rechercher un globe quand même et un retard de sel avec un TR si jamais il y a un retard de sel. Rechercher la douleur aussi peut rendre confus. En paraclinique, on fait un bilan complet comme pour la chute, un ECG ou la glycémie, j'ai déjà dit. Et ensuite, selon le contexte, si le patient a des signes neuro, on fait au moins un scanner, voire une IRM. Un électroencéphalogramme, ça c'est vrai qu'il y a souvent des confusions post-critiques. On en voit beaucoup sur Pellegrin, comme il y a pas mal de neuro. Patients qui arrivent pour des déficits neuro ou des sortes de malaises un peu bizarres qui sont confus au décours. Ça peut être de la confusion post-critique. Et puis après, voilà, le bilan infectieux, si le patient est fébrile ou qu'il y a un syndrome inflammatoire. Donc, comment on traite la confusion? Le premier niveau, c'est non médicamenteux. Donc, on va essayer de mettre le patient dans un endroit calme, c'est-à-dire dans un box tout seul. On évite de laisser le patient confus au milieu de tout le monde avec le bruit, etc. Comme il ne comprend pas ce qui se passe autour de lui, c'est hyper violent, en fait, les urgences. Donc, on essaie vite de le mettre dans un box où il est au calme. On essaie de faire rentrer un de ses proches. En général, ça les apaise bien. Ensuite, on évite la contention. Si on contentionne, c'est que le patient se met vraiment en danger ou met en danger les autres pour faire des gestes, vraiment le temps du geste. Et en général, quand on contentionne les patients en gériatrie, on les met au fauteuil, on met des contentions abdominales, ce qui permet au patient quand même de rester actif. On lui met un livre ou quelque chose dans les mains pour l'occuper. Et tout ça, ça fait diminuer l'anxiété. Vous imaginez bien quand on est confus, qu'on ne sait pas ce qui se passe et qu'on est attaché 4 membres dans un lit, ça améliore pas la confusion. Au contraire. Une contention, ça se prescrit. C'est obligatoire, c'est médico-légal. Sur DXCare, vous êtes obligé de la prescrire et de la renouveler toutes les 24 heures. Normalement, les soignants doivent valider et regarder la surveillance. Il y a un nouvel outil sur DXCare qui est très bien fait, il faut vraiment l'utiliser. Voilà. Et comme tout à l'heure, je vous parlais sur les KT et les sondes urinaires qui sont confusiogènes, c'est des contentions aussi, en fait. Ça limite la mobilité. D'accord? Donc, le deuxième traitement de la confusion, de l'agitation, c'est le traitement de la cause. Quand si on traite l'infection, le patient va s'améliorer progressivement. Et le troisième, c'est le traitement médicamenteux. Pareil, si le patient se met en danger les autres. S'il vous plaît, pas d'atarax. D'accord? L'atarax, c'est très anticholinergique, c'est contre-indiqué chez les patients âgés. Ça rend confus, ça fait tomber. Si le patient est agité, anxieux, on lui met des traitements, des benzos, enfin des psychotropes, mais surtout pas d'atarax. Donc, si l'anxiété prédomine, on donne du Seresta, toujours des benzos à demi-vie courte, à petite dose. Et si jamais la prise Péros est impossible, on peut faire en injectable des Valium, pareil, petite dose. Nous, on fait 2,5 à 5 mg grand max si c'est un gros gabarit. Sachant que tous ces psychotropes-là restent stockés dans la masse grasse. Et donc, le risque, en fait, on injecte le psychotrope à un tenté. Une demi-heure plus tard, le patient est toujours agité, on réinjecte. En fait, le délai d'action, le médicament n'a pas encore eu le temps de faire effet. Par contre, il est bien stocké. Et ça arrive qu'aux urgences, on a des patients qui aient 20-30 mg de Valium. Ils arrivent dans les services, ils dorment pendant 48 heures. Donc là, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, donc ils sont à risque de se compliquer. Des troubles des escarres, une déshydratation, etc. Donc, il faut vraiment attendre. Je sais que c'est compliqué quand le patient est agité, mais il faut vraiment essayer de temporiser l'injection du psychotrope. Si le patient est productif, c'est-à-dire s'il est délirant, halluciné, très très agressif, dans ces cas-là, on va mettre des neuroleptiques.
Donc le Zyprexa, c'est l'olanzapine, qui est aussi très anxiolytique. On peut commencer pareil à 2,5 mg, ou l'aldol si le patient ne prend pas Péros. D'accord. Point rapide sur la douleur. Globalement, en palier 1, on donne que le paracétamol. Les INS sont contre-indiqués du fait de la fragilité rénale. Et pareil en topique, les crèmes à base d'INS, il y a un passage systémique. Donc pas d'INS, quelle que soit la forme chez les patients âgés. Pas d'accupant, pareil, très confusiogène, très mal toléré sur le plan digestif. Donc palier 1, le paracétamol. Palier 2, la lamaline, donc c'est paracétamol opium. Pas de codéine, pas de tramadol, pareil, confusiogène, mal toléré sur le plan digestif. Et en palier 3, on utilise la morphine ou l'oxycodone. Donc, le paracétamol chez les patients âgés, c'est 3 grammes maximum par jour, pas plus. Si le patient a un tout petit poids, on fait comme chez les enfants, 60 mg kilo. D'accord. Si le patient fait 35 kg, 3 grammes, c'est trop. Ensuite, palier 2, donc la lamaline, l'opium, c'est 10% de morphine. Donc, dans un comprimé, vous avez 10 mg d'opium, ça fait 1 mg de morphine. Okay. Oui, j'ai presque fini. Donc, on commence en général, on donne un comprimé de lamaline avec un paracétamol 500, 3 fois par jour. Et si jamais c'est pas suffisant, on peut faire la lamaline 2-2-2. D'accord. On titre en fait progressivement pour voir aussi la tolérance. En général, la lamaline, c'est plutôt bien toléré quand même. Pour la morphine, on fait des toutes petites doses. Donc, on titre avec de l'Oramorph, donc 2 gouttes. Une goutte, c'est 1,25 mg. Donc, on donne 2 gouttes au patient. On donne toutes les 4 heures. Comme ça, après 2 prises, on voit si le patient est soulagé ou pas. Et donc voilà, le but c'est de titrer également et de ne pas introduire tout de suite du LP, parce qu'en fait ça fait une grosse dose. Souvent quand on commence au LP direct, les patients ne tolèrent pas bien. On arrête, on se dit le patient tolère mal la morphine, on ne lui remet plus jamais. Alors qu'en fait c'est juste la dose de départ qui n'était pas la bonne. Si c'est des douleurs induites par les soins, il faut le donner au moins 1 heure avant. C'est-à-dire que si on donne et qu'on fait le soin un quart d'heure après, on dit le patient a mal, la dose n'est pas suffisante, on augmente la dose. Non, on n'était pas au pic d'action de la morphine. Donc voilà, donc là, le LP, donc je vous disais, c'est après titration, donc après 24 heures de libération immédiate, qu'on calcule la dose et puis qu'on voit combien on lui met. Et les soins palliatifs, je passe très vite, on en reparlera, je pense. On évalue le patient, quelle est la maladie, on va dire chronique, quel est l'événement surajouté, est-ce que c'est facilement curable ou pas. Qu'est-ce que dit le malade, qu'est-ce que disent ses proches, qu'est-ce qu'on en pense en collégialité, pour décider de passer un patient en soins palliatifs. C'est-à-dire, c'est pas un médecin tout seul dans son bureau qui dit, lui, soins palliatifs, lui, non, d'accord, on essaie d'en discuter avec les équipes soignantes, etc., la famille, etc. Je sais que ça, c'est pas facile parce que vous avez peur d'embêter le patient en soins palliatifs qui est tout confortable dans son lit. Il faut l'examiner. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans le box, bouger les membres, appuyer sur les poumons. Parce qu'en fait, quand on voit un patient en soins palliatifs dans son lit, il dort, il a l'air confortable. Et en fait, quand on bouge, il va se crisper. Quand on appuie sur le ventre, il va se crisper. Et tout ça, c'est des douleurs dans des soins qui vont être majorés. Et en fait, si vous ne l'avez pas examiné, le patient ne pourrait pas l'anticiper ça. Donc, c'est sûr qu'on a l'impression d'embêter le patient, mais il faut vraiment le faire. Si le patient est en coma calme et complètement asymptomatique, il n'y a pas besoin de lui mettre du Mida et de la morphine. D'accord. On met le Mida et la morphine s'il y a des symptômes. Donc pareil, si le patient est symptomatique, on fait des bolus, on titre, et puis ensuite on met une PSE. Souvent ici on voit les PSE mises en premier. Donc, le patient a 1 mg, donc 1 mg c'est rien en fait, hein, quand vous êtes en détresse respiratoire, recevoir 1 mg sur 1 heure, ça ne va rien vous faire du tout. Et en fait on augmente la dose du débit, ce qui fait qu'on se retrouve avec des patients qui ont des 10 mg heure. Vous calculez la dose sur 24 heures, c'est énorme, mais en général c'est beaucoup trop. Alors qu'en fait ce qu'il fallait au départ c'était le titrer. D'accord. Je vous ai mis des exemples, vous les aurez, on va vous faire passer le diapo sur, voilà, si le patient est dyspnéique ou douloureux, on fait de la morphine, on passe après au PSE, si anxiété, c'est plutôt le midazolam. Les patients encombrés, la première chose à faire, c'est arrêter l'hydratation, ça peut suffire, et puis ensuite on met de la scopolamine. Voilà.